Statement. Ces équipes avaient un message à faire passer et elles l'ont fait passer avec beaucoup de bruit, grand fracas, souvent une branlée ou en tout cas une victoire vraiment qui marque un tournant dans leur saison et qui pose les bases de qui elles sont vraiment dans cette NFL, c'est-à-dire des équipes qui vont soit jouer les playoffs, soit jouer carrément la gagne au Super Bowl. Salut Drew Brees, comment ça va? Bah ça va bien et toi? Je viens de mettre 38-3 à Tom Brady. Wow, les Saints les gars. Alors, on va attaquer par les Saints, juste pour faire vite fait le petit planning. On va parler Dolphins, Bills, Ravens, Titans, Raiders et bien sûr les Saints. Tous ont gagné ce week-end, tous ont gagné avec la manière. Il fallait qu'on s'attarde sur ces victoires qui veulent dire quelque chose, qui veulent dire plus peut-être que d'autres victoires qu'on a vues ce week-end. Je pense aux Falcons, par exemple, ou même les Giants. oui, les Giants ont gagné un match. On en parlera dans un autre podcast sur l'NFC East, NFC List, comme vous aimez bien l'appeler. Mais là, on va se focus sur les équipes qui ont vraiment posé un gros statement. On commence par les Saints. Mon Dieu, oh là 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 là. La branlée, la déculottée. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ont fait les Saints aux Bucks ce dimanche en prime time, s'il vous plaît? En prime time. Waouh! Tous les aspects du jeu maîtrisés de A à Z. Une victoire vraiment. Le genre de match. Tu regardes cette équipe défoncer un prétendant à la victoire finale quand même. Et tu te dis, ok, les Saints, ça joue le Super Bowl. Là vraiment, c'est-à-dire que moi les Saints, ils peuvent perdre cette semaine. Peuvent même enchaîner 2 défaites de suite. C'est bon. Après la démonstration, la démo, j'allais dire, qu'ils ont lâché là, ce dimanche contre les Bucks, ok, c'est une équipe Super Bowl. C'est une équipe Super Bowl. On s'est tous fait un petit peu berner par ce début de saison des Saints. Faut quand même rappeler, moi le premier, faut quand même rappeler que les Saints, ils sortent de 3 saisons, 11 victoires, 5 défaites, 13 victoires, 3 défaites, 13 victoires, 3 défaites. C'est énorme. C'est le meilleur record depuis le 2018 avec les Chiefs. Ça n'a pas donné ce qui était prévu en playoff. On s'en souvient pour diverses raisons, notamment le miracle de Minneapolis. Qu'est-ce qu'il nomme, Stefon Diggs, tout ça. Mais ça reste une équipe extrêmement solide. Un roster extrêmement solide, extrêmement bien construit. Les trades qu'ils ont mis en place payent tous. Les free agents qui sont allés chercher, ça paye aussi. Le tout est mené par un Drew Brees plus fringant que jamais. Alors, c'est-à-dire que Drew Brees, tous les 2 jours, il y a une vidéo dans les médias. Ah putain, il n'arrive plus à pousser la balle down the field. Les lancers longue distance, il n'arrive plus. Ouais, bon. Derrière, il te colle une petite presta à 4 touchdowns en toute tranquillité. Vraiment impressionnant les Saints. Ce qui m'a limite le plus impressionné, je vais plutôt le dire comme ça. Tout m'a impressionné dans cette victoire des Saints. Vraiment. C'est pour moi la performance la plus impressionnante de cette saison, toute équipe confondue pour l'instant, à mes yeux. Et je m'en fous que oui, les Bucks n'ont pas été à leur niveau. Oui, c'était un blowout, donc forcément, tu étais plus en confiance quand il y a 21-0 au bout de 2 quarts-temps, c'est clair. Et quand il y a 28-0, je crois que c'est 28 à la pause. Forcément, c'est sûr que derrière, t'es plus serein. Mais en face, il y avait quand même une opposition. Une super défense des Bucks, dont on vante les mérites depuis le début. Très forte contre le run. Spécialité Todd Bowles. Très forte également contre la passe, le plus grand nombre d'interceptions. Jamal Dean, la surprise des corners côté Bucks.
Les Saints, ils ont pris tout ça, putain, ils ont mis tout ça dans un mixeur, ils ont shaké, ils ont dit, mais les gars, ça dégage. Ça dégage. Le retour de Michael Thomas, il n'a pas été super impressionnant, il n'a pas été incroyable, Michael Thomas, il n'a pas une statline de folie. Mais putain, le mec, il revient tellement précieux, il n'y a pas un drop, il est là sur third down, Drew Brees le cherche quasiment à chaque fois, c'est une assurance tout risque, c'est le receveur numéro 1 de la ligue qui est de retour, les gars. Qu'on se mette quand même dans cette ambiance un peu. Défensivement, les Saints, Marcus Davenport, depuis qu'il est revenu, depuis 2 journées, incroyable. Ça libère Cameron Jordan des double teams. Tout de suite, on voit son impact. Niveau Pro Bowl, niveau All Pro de toute façon, Cameron Jordan depuis 2 saisons maintenant. Hendrickson, la bonne surprise, qui a 6 ou 7.5 sacks sur la saison, qui a 17 semaines, qui visait le record, qu'il n'était pas là pour la 3e place. Ça va être compliqué contre Myles Garrett et Aaron Donald, mais enfin ça fait un edge rusher de plus qui va chercher le quarterback. Pression à l'intérieur, pression sur les extérieurs, derrière le backfield, Garner Johnson qui fait le taf, Marshawn Lattimore qui faisait une saison vraiment pas ouf, pour pas dire dégueulasse jusque-là. Putain, tu le mets contre Mike Evans, le mec il est injouable. Il est injouable, il l'a trash talk après le match. Évidemment, ça s'est trash talk pendant le match, les deux se détestent. Et ça s'est trash talk après le match également. Sur Twitter, Marshawn Lattimore qui a encore limité Mike Evans à 0 catch. Wow, quand il joue à ce niveau, qui était le niveau qui lui avait permis d'être rookie défensif de l'année, si je me souviens bien. C'est compliqué les Saints. Le duo de safety, j'avais parlé de Marcus Williams la semaine dernière. Faut pas oublier qu'il y a Malcolm Jenkins qui est là, un des Iron Man de cette ligue, qui rate pas un snap, qui apporte une expérience qui est tellement valuable, quoi. Enfin, je veux dire, le mec a tout vu, excellent notamment dans la red zone. Bon, là, il a pas eu beaucoup de red zone à défendre parce que les Bucs ont fait énormément de 3 and out. 3 and out. Impressionnant défensivement les Saints, vraiment. On le sait, les défenses gagnent les championnats, defense wins championships, c'est connu de tout temps. Là vraiment ce qu'ils ont montré contre les Bucs, et contre les Bucs, j'insiste, les Bucs de Gronkowski, les Bucs de Mike Evans, les Bucs de Chris Godwin, même s'il était blessé à la main, les Bucs qui ont intégré Antonio Brown. Attention aussi à ça quand ça va se mettre en route. Les Bucs de Tom Brady, quoi. Bien soutenu par une bonne ligne offensive. Et la performance qu'il lâche. Impressionnant. Vraiment. Un blowout que j'ai pris plaisir à regarder. Souvent, les blowouts, c'est un peu chiant parce que, voilà, on regarde tous les matchs pour la même chose. Pour le drama, forcément, pour le suspense. Et c'est sûr que quand il y a 28-0 mi-temps, le match est moins vibrant entre guillemets, mais putain, j'ai pris un plaisir à regarder ce match en entier. Quelle démonstration des Saints, incroyable. Je les avais complètement sous-cotés en fait. Ils sont de retour dans leur zone de confort, tout est en place, une attaque tellement versatile. Mon Dieu, ils peuvent tout faire. Incarné évidemment par Taysom Hill. Le gars, il est tantôt quarterback, tantôt running back, tantôt receveur. C'est fou. C'est simple, ils ont Tre'Quan Smith en receveur numéro 3, c'est top level. Ils ont Emmanuel Sanders, tu peux pas demander mieux comme un receveur numéro 2. C'est le receveur numéro 2 par excellence. Là, ils ont réintégré Michael Thomas en receveur numéro 1. Alvin Kamara, qui pour l'instant, à mon avis, est le leader au Clubhouse dans les votes pour le joueur offensif de l'année, sachant que l'année dernière c'était Michael Thomas quand même. Alvin Kamara qui est de retour à un niveau d'extraterrestre, à un niveau Christian McCaffrey, le tout soutenu par Latavius Murray qui pourrait être running back numéro 1 dans beaucoup d'équipes, qui ici est le backup. Il y a du monde, il y a du talent, c'est fou à tous les postes. La ligne offensive top. Pour les runs, génial. Kamara, il se régale. Il a des ouvertures sans déconner en premier rideau. C'est fou.
C'est fou. Drew Brees, putain, tu lui laisses 2 secondes, mais il distribue le mec. Même Trotman, le deuxième tight end, a participé à la fête. Enfin, c'était incroyable. Gros taf de la ligne offensive des Saints. Franchement, tu donnes du temps à Drew Brees avec ce crew de receveurs. Et dans les receveurs, j'inclus Kamara. Parce qu'Alvin Kamara, il est capable vraiment de catch pas mal de balles depuis le backfield. Wow. Du monde, du talent, un roster super bien construit, une attitude. C'est aussi ça, une attitude qui s'est dégagée de cette victoire, un leadership. Évidemment, quoi. C'est vraiment le truc. À un moment donné, je me suis dit ça pendant le match, et puis il filmait Drew Brees qui ressortait d'un drive qui a fini en touchdown. Je me suis dit quand même, putain, quand t'as Drew Brees en leader, mais putain, mais ton équipe, elle est au taquet, quoi. C'est pas Drew Lock, et j'ai rien contre Drew Lock, hein, mais Drew Lock qui tape sa petite danse alors parce qu'ils font un touchdown dans le garbage time contre les Falcons. Mec, tu veux pas danser quand t'auras 500 touchdowns comme Drew Brees? Parce que lui, il en a 565 là, et il danse pas. Hein. Drew Brees, il danse pas. Il est focus, le gars. Oh là là, il fait taire tous les détracteurs. Il est encore là, Papy Drew. Hein. Il est encore là. Hein. Un niveau vraiment des Saints ultra impressionnant. Un statement. Le statement, il était clair. C'est la NFC South, c'est nous les patrons. C'est nous les patrons. C'était ça le statement des Saints cette semaine. Ils ont envoyé un message à toute la division. Les gars, la division, elle est bookée, verrouillée. Elle nous appartient depuis 3 ans. Elle bouge pas non plus cette année. Ils sont à 2-0 contre les Bucks. C'est bon. C'est plié. La division, elle sera pour eux. Incroyable. Tellement impressionné par les Saints. Je sais pas ce que donne leur calendrier. Je vais le checker en direct avec vous. Calendrier Saints. Vraiment. Ah oui, évidemment, calendrier saint. Tu tombes sur les Saint-François, Saint-Joseph. On s'en bat un petit peu les steaks. Nous, ce qu'on veut, c'est New Orleans Saints. Voilà. Alors, les Saints, donc, qui sont en pleine bourre. Je pense que de toute façon, il fallait voir les réactions. J'espère que vous avez vu sur Twitter les réactions dans le vestiaire des Saints. Mais c'est la folie. C'était la folie. Il y avait une ambiance de malade. Et les mecs s'adorent. Ça se voit. C'est un groupe. Enfin, c'est... Ils sont en mission, hein. Les mecs sont en mission, vraiment. Et quelle déroute. Waouh. Quelle déroute ils ont affligé. Ils jouent donc les Niners à domicile cette semaine. Ça devrait très bien se passer contre des Niners qui sont plus blessés que jamais. Hein. Il y a moitié de l'équipe à l'infirmerie. Ils enchaînent encore à domicile contre les Falcons. Ce sera plus compliqué que ça en a l'air. Enfin, ils ont largement les moyens. Ensuite, c'est Broncos, de nouveau Falcons, les Eagles qui sont sur une jambe. Il y aura cet énorme match contre les Chiefs. Et on finit par Vikings, Panthers. Franchement, il y a quoi? Il y a 2 défaites là-dedans, peut-être, qui viennent se glisser. Contre les Chiefs, c'est peut-être un faux pas dans ta division, parce que tout le monde se connaît bien, que c'est des matchs de division, que ça arrive. On l'a vu avec les Raiders qui tapent les Chiefs, donc peut-être un faux pas contre les Falcons ou les Panthers en dernière journée, ça paraît un peu moins probable déjà. Mais ils vont encore finir à 13-3, ils vont encore finir à 12-4 ou à 11-5, ils seront encore leaders de leur division. Est-ce qu'ils seront first seed de la NFC? Ça, on ne sait pas, faut voir. Pour moi, ils ont clairement envoyé un gros statement ce week-end. Waouh, franchement, impressionnant. Faut dire un petit mot juste sur les Bucks. C'est vrai que leur défense a tendance à comme on dit, blue des coverage, donc à fucked up un peu des coverages et à laisser des receveurs complètement wide open. Par exemple, le premier touchdown des Saints. Faut rappeler qu'ils sont jeunes, les corners des Bucks. C'est une défense qui est en construction. Moi, j'adore le taf que fait Todd Bowles. Je l'ai déjà dit, je pense qu'il a le niveau pour être coach. Il manquait aussi au niveau de la ligne offensive Ali Marpet chez les Bucks. Et on le sait, Tom Brady, pour le battre, il y a une formule qui est là depuis des années, c'est pénétration intérieure. Voilà. Et c'est ce que les Saints ont fait. 28-0, le plus gros déficit ever pour Tom Brady en première mi-temps.
Faut dire que Brady a mal joué, faut le dire. C'est le GOAT, mais lui aussi, il a le droit à des mauvais matchs. Mauvaise interception, parce que problème de communication avec Antonio Brown, sur l'interception de Marcus Williams. Et par contre, sa deuxième interception, là, le cadeau sur force down 4 et 7 dans le troisième quart, wow, quelle horreur! Quelle horreur, celle-là, elle était vraiment pas belle. Non, surtout ce qui m'a marqué chez les Bucks, c'est ce problème en défense, quoi. Lavonte David qui tapait des mains sur plus d'un play en mode genre les gars, venez de mon côté, il manque du monde, quoi. Donc je pense que c'était vraiment un non-match côté Bucks en défense. En tout cas, ils ont été dépassés par l'événement. Au coaching également, je veux dire, ils finissent quand même avec le plus faible total de run all-time dans l'histoire de la NFL sur un match. Le plus faible total all-time depuis la création de la NFL. Les mecs ont run 4 fois. C'est hallucinant. Donc les Bucks se sont foirés. Néanmoins, qu'on n'enlève pas aux Saints vraiment ce statement, cette démonstration. Et waouh, j'avais pas réalisé, mais il y a du monde à tous les étages dans cette équipe. Il y a du talent à tous les étages. C'est vachement bien orchestré. Le coaching, Dennis Allen, grand coach défensif. Sean Payton, il n'y avait plus rien à prouver en attaque. C'est Drew Brees qui est aux manettes. C'est une défense qui vraiment s'est trouvée au niveau du rush, qui derrière est super bien quarterbacké par Malcolm Jenkins. Si Marshon Lattimore retrouve son niveau de façon plus constante, attention, on a un vrai favori au Super Bowl. Ils sont pas tout seuls, bien évidemment, à viser le Super Bowl. Mais là, c'est un vrai client. Moi, c'est le message vraiment qui m'ont fait passer ce week-end. Alors, sur qui on part derrière ? Dolphins, Bills, Ravens, Titans, Raiders. J'ai envie de parler des Bills. C'était l'autre gros match. Enfin, l'autre gros match. Il y avait beaucoup de gros matchs ce week-end, c'est vrai. Et ce Bills Seahawks qui a un peu tourné au vinaigre pour les Seahawks, et les Bills surtout, vraiment, qui se sont affirmés. Là encore, un statement. Le statement pour moi, il est Josh Allen, qui était un peu dans ce qu'on appelle un slump, quoi, qui était un peu qui était sorti de la course MVP. On commençait à se poser des questions sur les Bills, déjà qu'on se posait un peu de questions sur leur défense. Je trouve que leur défense a vachement bien réagi sur ce match, notamment dans le quatrième quart. Tredavious White, un des corners les plus sous-cotés de la ligue, je le dirai jamais assez, c'est le niveau All-Pro. De toute façon, il a été All-Pro l'année dernière, c'est un des meilleurs corners de la ligue. Vrai réveil de la défense des Bills, le strip sack d'AJ Klein, il provoque 4 turnovers. Vraiment, on a senti que les Bills, sous l'impulsion de Sean McDermott, qui est quand même un des top coachs de la NFL, il faut le dire, ils avaient envie de dire, ok, on est encore là. On est là. Ce qu'on a annoncé sur les premiers matchs de la saison, ce qu'on vous a montré sur ce départ canon des Bills, c'était pas du fake. On est vraiment capable de battre des contenders. Pour moi, c'est le gros statement des Bills. Et Josh Allen, alors il aurait tort de se priver contre la défense des Seahawks, on en parlera quand même rapidement des Seahawks et de leur défense catastrophique. Je trouve que c'est aussi à mettre au crédit du coach, que ce soit Sean McDermott ou le coordinateur offensif. Il me semble que c'est Brian Daboll, ou je dis une connerie. Je vais vérifier tout de suite. Brian Daboll. Brian Daboll, ouais. Coordinateur offensif des Bills, c'est bien ça. C'est aussi à mettre donc à leur crédit d'avoir tout simplement laissé les clés à Josh Allen sur ce match et lui avoir dit, écoute mec, vas-y, régale-toi, envoie des bombes, fais-toi plaisir, il n'y a pas de défense en face, il y a peu ou pas, on va dire pas, de pass rush chez les Seahawks. Il y avait le retour de Jamal Adams en défense qui a apporté sa contribution. Néanmoins, il y a quand même des problèmes au niveau du coverage.
Gros souci pour les Seahawks. On en parlera dans le débrief où je parlerai des équipes dont j'ai pas encore parlé dans les différents petits podcasts, que ce soit les attaques sous-côté ou ce podcast sur les équipes qui ont vraiment lâché des gros statements. Mais plus que m'attarder sur les Seahawks, vraiment les Bills, impressionnant. Ils passent à mi-parcours à 6 victoires, 2 défaites, donc ils sont sur des bases de 12 victoires, 4 défaites. Ça va jouer clairement le premier seed dans la FC. Ils ont envoyé un gros message. On tape Russell Wilson, on tape les Seahawks, on a une attaque très forte, notre défense se réveille, comptez sur nous pour les playoffs. Vraiment. Quand dans le même temps, les Colts envoyaient vraiment des messages un peu opposés contre les Ravens, notamment au niveau du quarterback. On a eu un Josh Allen de feu sur ce week-end. Est-ce qu'il est le meilleur? J'allais dire, c'est sûrement lui. Est-ce le meilleur quarterback de ce week-end? J'ai du mal à mettre Aaron Rodgers dedans parce que c'est un blowout contre une équipe démunie. Il y a peut-être Drew Brees, il y a peut-être Patrick Mahomes, mais Josh Allen vraiment a été impressionnant pour moi. Gros statement des Bills qui disent vraiment c'était pas pour du beurre. Ce début de saison, c'était pas pour du beurre. On est là. On va gagner la division, on va prendre la succession des Patriots dans cette division et compter sur nous pour les playoffs. Gros statement des Bills, vraiment ils m'ont impressionné et très encourageant pour le futur proche des Bills. Dites-moi ce que vous en pensez, je répondrai bien sûr à toutes les questions dans les commentaires. On enchaîne, il nous reste quoi? Il nous reste les Dolphins qui pour moi ont envoyé un statement, les Ravens, les Titans, les Raiders. Alors là ça va être des statements quand même à un étage un peu moindre. Vous savez quoi? On va descendre d'un étage et on va aller du côté des Ravens qui ont envoyé quand même aussi un statement un peu à l'image des Bills, mais un peu différent. Je pense que là le message qui a été passé c'est on est une grosse équipe. On ne perdra pas contre moins fort que nous. Voilà. Oui, Lamar est dans une saison un peu down. Oui, Lamar sort pas du tout sa meilleure saison. C'est cool, là, il s'est un peu réveillé au niveau du run. Ça m'a fait du bien de voir Lamar scorer sur un roleplay où il lâche un gros run, il fait un fake sur un draw et hop, il part à gauche et il va scorer un touchdown de plus de 20 yards à la course. Ça faisait du bien de voir ça. Attention tout de même, putain, un jour il va vraiment prendre un carton, le mec. Les équipes ont compris comment défendre sur la mare. Tout le monde défend en zone. Ça marche super bien, faut le dire. Défense en zone sur Lamar Jackson, ça marche super bien. Tous les défenseurs ont des yeux sur lui, ce qui fait qu'ils peuvent tout de suite aller le chercher dès qu'il part sur un run. Ce qui impacte notamment ses chiffres en termes de run cette année. Et on le force beaucoup plus à la passe. Mais les Ravens, ils ont envoyé un message, ils ont dit ouais les Colts c'est fort, mais nous on est plus fort que les Colts. On a le meilleur roster de la NFL, en tout cas d'après moi. Ou pas loin, les Saints sont pas loin d'avoir le meilleur quand même. On est vraiment cul et chemise quoi. Ils ont envoyé le message comptez sur nous. Comptez sur nous. Vraiment. Faut quand même savoir que ça fait 31 matchs de suite pour les Ravens à plus de 20 points en attaque. C'est un record all-time. Donc leur attaque, même si Lamar est dans une année un peu down, elle cartonne encore. La défense, elle n'a pas pris une ride. Marcus Peters, c'est toujours le ball hawk que ça a été. Ils ont rajouté du pass rush à la trade deadline avec Yannick Ngakoue. Il y a toujours Calais Campbell, même s'il a quelques problèmes de blessure en ce moment. Attention aux Ravens. Attention à ne pas les enterrer. Pour l'instant, ils ont perdu contre les Chiefs et contre les Steelers. C'est tout. Et ce match contre les Colts, pour moi, c'était vraiment l'occasion de voir, ok, est-ce qu'ils peuvent perdre contre moins fort qu'eux? C'est pas le cas. Donc, il faudra compter sur eux. C'est sûr que les différents coordinateurs défensifs ont un peu trouvé la formule contre Lamar. Défense de zone,
Ça va au-delà de mettre juste un spy sur lui, comme on a pu dire à une époque. Oui, je mets un spy sur Russell Wilson, il garde les yeux sur lui tout le temps, du coup je vais le contenir. Non, ça marche pas comme ça. Faut que toute l'équipe défende en zone, faut que toute l'équipe ait les yeux rivés sur lui. Ça implique de concéder des gains relativement faciles, mais de limiter les gros plays. Néanmoins, jusqu'à preuve du contraire, à part leur défaite contre les Titans, et encore, faut voir quel Titan c'était, l'année dernière en playoff, c'était quand même une très grosse équipe. Les Ravens, ils perdent rarement, pour ne pas dire jamais, contre moins fort qu'eux. Et c'est le statement, c'est le message qu'ils ont envoyé ce week-end, c'est nous ne perdrons pas contre moins fort que nous. Et les Colts, c'est très fort, ça va jouer la gagne dans sa division, ce sera sûrement en playoff, en tout cas ça va jouer une place en playoff jusqu'à la fin de l'année dans cette NFL, mais on va les battre, on est plus fort qu'eux, on est meilleur en défense, et la défense a pris le dessus, a scoré d'ailleurs le touchdown de l'égalisation à 7 partout pour les remettre dans le match, sur un fumble de Jonathan Taylor, on en reparlera. Mais voilà, gros message des Ravens quand même, on ne perdra pas contre moins fort que nous, c'est vraiment ce que j'ai retenu de leur performance. Et pour l'instant, c'est ce que dit aussi leur record, quoi. 6 victoires, 2 défaites. Les 2 défaites, contre les Chiefs et contre les Steelers, qui sont tout simplement à 16 victoires, une défaite en cumulé pour tous les deux. On enchaîne, on va redescendre encore donc, d'un petit étage peut-être en termes de niveau. Là, c'est vraiment, on est assez proche entre les Bills, les Ravens et les Titans. Les Titans qui nous ont fait une victoire, mais tellement Tennessee Titans de Mike Vrabel. J'ai adoré. J'ai adoré la victoire des Titans. J'avais dit que j'aurais un œil particulier sur ce match. Bears contre Titans, parce que pour moi c'était un match qui allait en dire beaucoup sur les deux équipes. Et je pense que c'est le cas. Je pense que ça a un peu levé le voile sur ce qu'étaient vraiment les Bears, malgré leur bon début de saison en apparence. Je dis bien en apparence, pas forcément dans le jeu. Et ça a confirmé ce qu'étaient les Titans, qui se sont retrouvés finalement juste Ryan Tannehill sur le touchdown pour AJ Brown. Ok, AJ Brown, catch incroyable, mais allô, la balle de Ryan Tannehill, mais get bucket. Hallucinant. Le plus beau lancer pour moi du week-end. Il y a aussi eu, la deep ball de Russell Wilson pour David Moore, magnifique. Le lancer de Joe Flacco sur le touchdown de Perryman également là dans Monday Night Football, vraiment superbe lancer. Mais putain, waouh, le lancer de Ryan Tannehill pour AJ Brown. Allez mater les highlights de Bears contre Titan et dites-moi ce que vous pensez de ce lancer de Ryan Tannehill, incroyable, qui confirme qu'il a le niveau. Et victoire typique Titans, victoire des Titans de l'année dernière avec un Ryan Tannehill qui lance la balle 19 fois. On s'appuie sur le run. La défense qui se réveille un peu, notamment Jeffrey Simmons. J'ai vraiment bien aimé Jeffrey Simmons, grosse pénétration intérieure. C'est un bon joueur ce Simmons. C'est un bon joueur. Desmond King, qu'ils ont signé à la trade deadline, qui sont allés chercher chez les Chargers. Il me semble qu'il était Desmond King et il jouait plus, alors que pourtant c'est un joueur qui a un bon niveau, qui a toujours été un starter. Tout de suite, il retourne un fumble en touchdown, donc tout de suite ça paye. AJ Brown, le gros match d'AJ Brown. Tout le monde a participé. Ils sont revenus à ce qu'ils savaient faire de mieux. Une victoire bien construite. Pas évident de run contre les Bears. Derrick Henry, je crois, finit à 68 yards. Mais une victoire vraiment all-around où tout le monde participe. Les special teams, la défense, l'attaque. C'est bien mené, c'est propre, c'est carré. C'est du Mike Vrabel, c'est bien coaché. Statement des Titans, vraiment, qui nous ont rappelé... Pour le coup, le message, moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, c'était attention, on peut refaire le coup.
Bien sûr, le coup, c'est celui des derniers playoffs. Alors, il s'était appuyé sur un Derrick Henry énorme. Il l'a pas été forcément ce week-end, même s'il lâche quand même un match correct, faut pas déconner. Euh, mais c'est une équipe bien construite. C'est une équipe bien coachée. C'est une équipe qui a un bon quarterback. C'est un roster complet. La défense qui se réveille, notamment le pass rush intérieur. On sait que c'est très important pendant les playoffs d'avoir un pass rush intérieur, que ce soit pour stopper le run ou aller chercher le quarterback adverse pour le mettre dans des positions compliquées. Parce que ça se gagne quand même souvent au niveau du quarterback, les matchs de playoffs. Vraiment, vraiment, une victoire des Titans ultra encourageante. Et pour moi, c'était un peu un retour aux sources. C'était un peu un retour aux sources à ce qu'ils ont fait l'année dernière. À confirmer, je sais pas qui joue les Titans. Hop, le calendrier, à chaque fois, on se le fait en direct. Je vais vous le faire en direct. Calendrier Titans Tennessee. Alors, il joue les Colts. Ouh là là, il joue les Colts. Ils jouent les Colts à domicile, donc là encore ça va être un match très révélateur. Ils enchaînent avec les Ravens, puis les Colts, puis les Browns. C'est pas évident, là il y a vraiment un stretch de 4 matchs qui va être compliqué à gérer par les Titans. On va en savoir plus sur eux d'ici 4 matchs. Ensuite, le calendrier s'assouplit un petit peu, puisqu'il y aura les Jaguars, les Lions. Et pour finir, Packers-Texans. On va en savoir plus sur les Titans dans les matchs à venir. Néanmoins, je suis confiant pour eux. Je suis confiant dans leur duel avec les Colts pour la couronne dans leur division. Ils m'ont vraiment rappelé ce week-end que quand ils se mettent en ordre de marche, ils sont compliqués à arrêter. Alors bien sûr, ils ont joué les Bears et l'attaque des Bears, on en parlera dans le gros débrief. C'est pas évident. C'est pas évident, ce choix de Nick Foles qui se retourne un peu contre eux, mais en même temps, à la base, c'est Mitch Trubisky qui est atroce. Matt Nagy qui fait tout ce qu'il peut, c'est du smoke and mirrors. Enfin bref, on en parlera dans le débrief, mais c'est pas évident pour les Bears. C'est pas évident pour les Bears. On enchaîne, il nous reste Raiders et Dolphins. J'ai envie de finir par les Dolphins, c'est un peu la petite friandise du moment. Je vais parler des Raiders. Raiders qui jouaient les Chargers. Alors, pour gagner contre les Chargers, bien sûr, faut compter sur les Chargers. Et ils ont fait le taf. Donc ils ont 2 occasions de gagner le match, les Chargers dans la end zone, 2 balles lancées par Justin Herbert, 2 balles parfaites, c'est très bien défendu par Johnson côté Raiders. Défaite typique des Chargers où ça joue à rien, mais est-ce qu'on commencerait pas à dire victoire typique côté Raiders? Est-ce qu'il aurait pas trouvé la formule, notre petit John Gruden, avec son petit contrat à 100 millions sur 10 ans? Est-ce qu'il aurait pas trouvé la formule? Il serait temps, quand t'es payé 10 millions par an, faut la trouver la formule. Mais je crois que ça y est, les Raiders ont trouvé une identité. Cette identité, c'est du smash mouth football, comme on dit, quoi. Du run, une équipe physique. Il y a une très belle ligne offensive qui fait un gros taf. Josh Jacobs qui fait le taf. Derek Carr qui en surprend plus d'un. Moi, le premier, je l'ai souvent classé dans la catégorie des quarterbacks surcotés. Il se trouve qu'il lâche une superbe saison. Tout n'est pas parfait chez Derek Carr. Attention, je trouve qu'il a un peu pris le syndrome de vouloir compléter le maximum de balles sans prendre parfois les risques nécessaires. Et par contre, dans sa lecture du jeu, il fait encore des erreurs qui pour moi sont quand même incroyables. Je veux dire, le fumble à 10 secondes de la mi-temps, quand t'es dans ton camp, t'as pas le droit. Il donne 3 points gratuits aux Chargers derrière sur field goal. T'as pas le droit. Néanmoins, il lance la balle de manière magnifique cette saison. Je suis le premier à reconnaître, quand j'ai dit qu'un joueur, que je le trouvais pas bon ou pas au niveau ou surcoté, et si jamais il me fait mentir, je serai le premier à le dire. Et c'est le cas pour Derek Carr. Magnifique deep ball de Carr pour Agholor.
D'ailleurs, Nelson Agholor, très bon signing, hein, très bonne signature en free agency. Il fait le taf. C'est un mec qui a toujours montré qu'il avait quand même un bout de talent, Nelson Agholor. Il a pas toujours. C'est pas qu'il a pas toujours été exploité ou positionné, si je puis dire, comme il fallait, mais il a beaucoup changé de position. C'est-à-dire qu'il est sorti du college, on l'a pris pour un slot receveur, puis on l'a mis en receveur sur les ailes, puis il est repassé slot receveur. Il joue plus. C'était un peu compliqué chez les Eagles. Là, il fait vraiment le taf chez les Raiders. Il a une belle connexion avec Derek Carr. On sait aussi que parfois les receveurs, ça dépend du quarterback. Pas forcément du niveau du quarterback, mais juste de la connexion qu'on arrive à trouver, des timings qu'on arrive à trouver. Et Derek Carr, quel lancer. Franchement, allez voir les highlights. Il y a un lancer là où il est on the move. Vraiment, non, superbe. Il pue la confiance. Derek, il est vraiment sur une grosse saison. Ça fait plaisir pour les Raiders. Je vous l'ai déjà dit, je suis un fan absolu de la première heure de Justin Herbert, en tout cas sur ce qu'il montre cette saison, alors que je m'y attendais pas. Pour moi, le mec a un potentiel MVP, c'est vraiment c'est fou de dire ça après 7 matchs chez un rookie, mais j'hallucine sur la saison de Justin Herbert. Donc voilà, toujours cette question, est-ce que tu peux performer dans la NFL quand ton quarterback c'est le troisième meilleur quarterback de la division, parce que Derek Carr, il aura beau progresser toute sa vie, il sera derrière Patrick Mahomes. Ça n'empêche que les Raiders ont quand même battu les Chiefs cette année. Ça n'empêche que les Raiders ont battu de grosses équipes cette année, faut le dire. Ils jouent ultra physique. Gruden a vraiment trouvé la bonne formule. En défense aussi, hein, c'est vachement bien incarné par Jonathan Abraham, le safety, waouh, qui envoie des cartons, vraiment carton sur carton. Ça ressemble vraiment à une équipe wildcard typique. On va regarder ensemble le calendrier des Raiders, qui à mon avis, et je crois que je l'ai checké récemment, qui est assez jouable. Sachant qu'ils doivent jouer sûrement les Broncos. Voilà, c'est ça, ils jouent les Broncos. Ils jouent donc les Broncos au prochain match. Puis les Chiefs, sachant que les Chiefs sortiront de leur bye week, on connaît les statistiques d'Andy Reid en sortie de bye week, ça va pas être évident. Puis les Falcons, les Jets, les Colts à domicile, les Chargers à domicile, les Dolphins et les Broncos. On n'est pas sur le calendrier le plus hard de l'année, loin de là. Donc il y a vraiment moyen pour ces Raiders qui sont à 5 victoires, 3 défaites, il me semble. C'est ça. Aller chercher les Chiefs, compliqué, mais être première wildcard, c'est très possible. On parle quand même d'une équipe, les Raiders, qui ont battu les Panthers, qui ont battu les Saints, qui ont battu les Chiefs, qui ont battu les Browns, qui ont quand même battu pas mal d'équipes qui à mi-parcours sont au-dessus de 500, donc sont avec plus de victoires que de défaites. Leur défaite finalement aux Raiders, elle s'explique assez facilement. Bon, il y en a une contre les Patriots, ça c'est pas la folie. Maintenant on sait que Bill Belichick, il peut battre n'importe qui. Sinon c'est les Bills et les Buccaneers. Enfin je veux dire, voilà, victoire contre les Chiefs, victoire contre les Chargers. Dans leur division pour l'instant ils sont invaincus. Victoire contre les Browns, les Saints et les Panthers. Et on a dit du bien des Panthers cette année. Non, les Raiders vraiment, ils ont trouvé quelque chose. Je pense que c'est bien aussi mené par le general manager Mike Mayock, qui a bien identifié les joueurs qui convenaient à John Gruden. Hein, les deux travaillent main dans la main, mais je pense que vraiment, voilà, ils se sont dit, on est une running team, notre force c'est la ligne offensive, et on va aller en playoff en pratiquant du football hard-nose, comme on dit, du football vraiment physique, de la course, hein. Un Derek Carr qui quand même se sublime. Et pour moi, voilà, gros statement des Raiders ce week-end, dans le sens où ça aurait vraiment pu être à une époque un match que les Raiders perdent
et qui les met dans la merde pour la suite des playoffs, bah au contraire, je pense que comme la victoire contre les Browns, ce sera un match sur lequel ils pourront se retourner et se dire c'est là où on est allé chercher nos playoffs. On finit avec les Dolphins. Ah bah Dolphins contre Cardinals, hein, c'était un des matchs du week-end, si ce n'est le match du week-end en termes de scénar. On s'est régalé, c'était génial. Tua contre Kyler, hein, donc deux petits formats très mobiles. Statement des Dolphins, statement de Brian Flores, qui fait quand même le choix de sortir Fitzpatrick il y a 2 journées pour faire rentrer Tua. On lui tombe tous dessus parce que Fitzpatrick faisait une bonne saison et puis c'est Fitzmagic, tout le monde le kiffe forcément. On se dit il va mettre Tua dans la gueule du loup, pas du tout. Tua, énorme match. Magnifique, la précision de ses lancers. Le touchdown dans le 4e quart, égalisateur à 31 partout. Allez le regarder dans les highlights. C'est magnifique, le touch qu'a le mec. Il y a une main, il y a un talent, il y a un poignet, il y a tout. Et puis on disait cette semaine, Tua pas mobile, mais lol, les gars. Genre, quel potentiel ce mec. Quel potentiel. Entre Herbert, Tua et Joe Burrow, là on a vraiment une rookie class chez les quarterbacks qui est incroyable et qui performe à un niveau complètement dingue. Vraiment, Tua de toute façon, il a vite mis les choses au clair. 100 yards en une mi-temps, plus que tout le match la semaine dernière, tout simplement. Et finalement, Brian Flores, en fait, quand il fait le move avec Ryan Fitzpatrick, il se dit quoi? Il annonce, et c'est là le statement des Dolphins, il dit on a une très bonne équipe, une très bonne défense, on a tout pour aller en playoff, faut juste qu'on limite les erreurs. Et s'il y a bien un péché mignon chez Fitzpatrick, c'est les turnovers. Toi, Tagovailoa, c'est toi Tagovailoa, avec la précision là qu'il m'a montré là depuis 2 journées, mais il n'en aura pas des tonnes des interceptions, faut se le mettre dans la tête. On est sur un énorme talent, des réactions instinctives de très haut niveau, des lectures des défenses. Il reste pas du tout accroché sur son premier read, il passe les 3 reads en vue, il revient sur le premier. Quand il se fait blitzer, il réagit parfaitement, tout de suite, rapidement, il s'affole pas. Très gros niveau, vraiment. Il fait une petite erreur quand même de rookie à un moment donné où il veut la lancer hors des limites pour abandonner le play et ça finit en interception. Voilà, forcément, le mec, il va passer par des petites rookie mistakes. Mais les Dolphins, magnifiques, qui battent les Cardinals. Je disais la semaine dernière que les Cardinals, j'avais un peu de mal, que je savais pas pourquoi. Même si c'est l'attaque numéro 1, que j'ai du mal avec cette équipe. Je la trouve trop dépendante de DeAndre Hopkins. Je trouve qu'il y a pas assez de créativité offensive et qu'il y a un vrai souci dans le backfield, même s'il y a des grands noms comme Patrick Peterson. Bon, Byron Murphy était blessé cette semaine. Donc ça aide pas. Mais les Dolphins, dans un match entre prétendants playoff, wow, qui hausse le niveau. Vraiment. Défense numéro 1 de la NFL, je sais pas si c'est encore le cas après le match, mais défense numéro 1 quand il se présentait sur ce match. Emmanuel Ogbah, qui avait fait une très bonne saison avec les Chiefs avant d'être blessé l'année dernière, qui continue sur sa lancée. On a Chen Gailey qui design les plays pour Tua Tagovailoa. Vraiment, c'est super bien designé. C'est en accord avec les points forts du quarterback. Tout ce qu'on aime chez un coordinateur offensif. On a Jack Ingram pour les special teams, qui est un des meilleurs retourneurs de la ligue, avec Deontay Harris des Saints. Vraiment gros potentiel à Miami. Gros potentiel en attaque, notamment si on ajoute une ou deux pièces. Je pense que le crew de receveurs mériterait d'être un petit peu étoffé. Ça reste une équipe extrêmement bien coachée, extrêmement forte en défense, notamment dans le backfield, dans une ligue où ça se joue à la passe. Byron Jones, Xavier Howard, il n'a pas eu le match le plus facile de l'année, en même temps il était sur DeAndre Hopkins. On sait à quel point Hopkins peut être une teigne pour le provoquer des flags. On sait à quel point il est physique avec le cornerback qu'il a en face de lui. Moi ça me plaît pas tout le temps, mais bon, c'est le jeu. C'est un peu le Thiago Motta
de la NFL. Je sais pas si c'est la bonne comparaison. En termes de grinta, quoi, et de provoquer des flags. Donc il a pas eu le meilleur match, mais ça reste un très bon cornerback. Et puis Jason Sanders, quoi, ne pas l'oublier, le kicker, 20 field goals consécutifs pour Miami, on est sur un record de franchise. Et au final, Miami et Arizona, c'est le même record, quoi. 5 victoires, 3 défaites. Gros statement des Dolphins, qui tombait sur la darling de la pré-saison un peu de tout le monde. C'était, de toute façon, cette pré-saison, c'était Colts et Cardinals. Voilà, tout le monde, les Colts, vous allez voir la surprise, ils iront au Super Bowl. Les Cardinals, vous allez voir la surprise, la deuxième année de Kyler Murray, ça va être comme la deuxième année de Lamar, comme la deuxième année de Patrick Mahomes, nanana. Bon, je suis pas plus rassuré que ça sur les Cardinals. Je pense qu'ils ont bénéficié d'un schedule, hormis le fait de jouer dans la NFC West, qui est une des divisions les plus compliquées. Ils jouent la NFC East, qui est quand même très facile. Demandez aux Rams, qui ont toutes leurs victoires ou presque contre la NFC East. Gros statement des Dolphins, qui disent, voilà, la course au playoff, on est dedans. On a ce qu'il faut en défense. On a ce qu'il faut sur les special teams. Et on a Tua Tagovailoa, on va lui faire confiance, il est précis, il a le niveau NFL et ça va marcher. Franchement, chapeau, fallait tenter le coup du changement de quarterback en cours de saison, fallait oser le faire. Il l'a fait, Brian Flores, c'est clairement pour l'instant mon candidat numéro 1 au coach de l'année. Ça l'était déjà un peu l'année dernière parce que je trouve qu'il faisait beaucoup avec peu de choses. Super, vraiment magnifique. Juste une petite stat sur Miami pour vous donner une idée. Seules 3 équipes ont un meilleur différentiel de points. Il faut savoir que le différentiel de points sur toute la saison, c'est une des statistiques, si ce n'est la statistique majeure qui est utilisée à Vegas pour les pronostics concernant le Super Bowl. Donc voilà, seules 3 équipes ont un meilleur différentiel de points que Miami. Je pense que ça classe quand même une équipe. Et Miami, on va juste terminer en se faisant leur calendrier en direct. Je le tape en direct avec vous. Calendrier des Dolphins. Je crois que le calendrier des Dolphins est pas forcément ce qu'il y a de plus dur. Voilà. Ils jouent Chargers à domicile la semaine pro. On a vu que les Chargers, malgré tout le talent de Justin Herbert, se débrouilleront toujours pour vous donner le match tôt ou tard. Ils enchaînent avec les Broncos, les Jets, les Bengals, les Chiefs. Et ils finissent avec Patriots, Raiders, Bills. Pas évident, mais jouable. Les 2 dernières journées, Raiders, ils seront chez les Raiders et chez les Bills. Ce sera pas évident. Raiders, c'est un match en retard. C'est un calendrier. En fait, ils peuvent quasiment s'assurer leur place en playoff sur les 4 prochains matchs parce qu'ils jouent ni plus ni moins que les Chargers, les Broncos, les Jets et les Bengals. 4 équipes qui leur sont en théorie inférieures. Ça peut faire 4 victoires et on peut tout très vite se retrouver avec des Dolphins à 9-3 en train de batailler avec les Bills pour le titre en division AFC East. C'est pas fait. Moi, je vois les Bills tenir la longueur. Mais les Dolphins seront dans le coup. Gros statement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu des équipes qui ont envoyé des messages cette semaine. Alors bien sûr, il y a d'autres équipes qui ont gagné et qui ont envoyé des messages encourageants. On a parlé dans un autre podcast des Vikings, des Falcons qui ont envoyé des messages d'espoir, notamment. Peut-être les Patriots, même si je trouve que leur victoire n'était pas très encourageante. En tout cas, en ce qui concerne les Dolphins, en ce qui concerne les Bills, en ce qui concerne les Ravens, les Titans, les Raiders et surtout les Saints, il y a un gros message qui a été envoyé. Et ce message, c'est attention, comptez sur nous. Voilà, on aura un œil très attentif sur ces équipes qui se sont vraiment détachées pour moi ce week-end comme des équipes qui vont jouer les playoffs, qui en tout cas vont jouer une carte pour aller en playoffs et aller loin. On aura un œil là-dessus. Les podcasts, ça continue avec un petit podcast sur la NFC East. Quelqu'un doit bien la gagner. Je poste ça très rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds dès le prochain podcast. Ciao les guys!